simple en peinture, plus facile à faire pour la conceptualisation philosophique à partir de la peinture qu'à partir d'autres arts. C'est-à-dire les points, les lignes, les rythmes. Le rythme, quoique le rythme est une notion musicale, mais les points, les lignes sont des notions qui sont picturales. Or dans un art comme dans l'autre, on retrouve cette utilisation de ces éléments. Points, lignes, surface, rythme, voilà les éléments à partir desquels l'expressionnisme va passer progressivement dans l'art contemporain à l'abstraction ou à la modification complète de ses repères sensoriels, puisque pour la musique c'est essentiellement un art sensoriel, un art qui touche non pas paradoxalement comme le pensait Schopenhauer, l'esprit, ou Hegel, ce n'est pas tellement un art de l'esprit et du temps, c'est un art de la sensorialité et de la corporéité, c'est-à-dire que la musique touche profondément le corps, peut-être plus profondément que la peinture, qui parle à l'œil, donc à la représentation, tandis que la musique, pénétrant au fond le corps, parle à la sensibilité, à la sensorialité, ou à l'érotisme d'ailleurs peut-être, et par voie de conséquence sans doute à l'esprit, mais ce n'est pas un art, bien qu'il ait été utilisé à maintes reprises dans le domaine de l'esprit pur, ou l'esprit prétendument pur de la religion, c'est un art beaucoup plus corporel, très certainement, que spirituel, si on entend cela par une désincarnation. Ce qui le montre peut-être, c'est que quelqu'un qui a précisément été l'agent de la réhabilitation philosophique du corps, c'est-à-dire Nietzsche, a porté la musique au rang du premier des arts, peut-être plus que la peinture, je ne sais pas, certainement chez Nietzsche plus que la peinture, car il est très difficile de dire quels étaient les peintres affectionnés de Nietzsche, tandis que l'on voit fort bien la tendance profondément musicale de Nietzsche. Mais ce n'est pas là pour faire la divergence entre la peinture et la musique que je dis cela, puisque au contraire, il s'agit de montrer leur correspondance, leur compénétration et le plan par lequel ils s'associent ou se renvoient l'un à l'autre. Je pense que je crois que c'est quelque chose que j'ai noté je ne sais pas si c'est ce que j'ai noté là, et de Boulez, ou de Kandinsky d'ailleurs, dans les notes que j'ai prises dessus, lorsqu'il parle de relier Matisse et la danse, Seurat, Chagall, dans une relation de la peinture avec la musique. Ces éléments de musique, peinture, danse se rencontrent justement dans la peinture, dans la musique, non, c'était de Kandinsky, ça, et dans les quatuors de Schoenberg, qu'il appelle la musique, le théâtre de l'avenir. Mais là c'est une notation, je pense, une notation de Schoenberg, de Boulez, lorsqu'il parle des points, des surfaces qui sont
qui ont des correspondances rythmiques avec la peinture et qui font que l'on peut associer des peintres comme des musiciens comme Webern à des peintres également comme, il s'agit plus simplement de clés, là, comme Mondrian, Léger, Picasso, Stravinsky et l'ensemble des peintres du Bauhaus. Il note également chez Klee, qui lui-même d'ailleurs était aussi réel au sens matériel du terme, était aussi musicien, qui jouait, je ne sais plus s'il jouait du piano ou du violon, mais il était lui-même exécutant musicien, il connaissait fort bien la musique, et il parle chez lui de transcription graphique de Bach avec des points l'utilisation des points comme des sortes de variations, d'harmonie, de fugues, de syncopes, qui se trouvent en accord d'ailleurs tout à fait avec des idées qui remontent au-delà de Klee. On retrouverait aussi cette inspiration peut-être chez Kiefer, qui est très intéressé par le romantisme, mais on trouve également cette inspiration de la liaison entre musique et peinture dans le premier romantisme, ce que l'on a appelé la Früh romantique en Allemagne, et qui remonte même peut-être, qui remonte à Schlegel, mais peut-être du point de vue pictural à Runge, et bien qu'il soit anti-romantique à Goethe, qui était un ami de Runge, mais là on trouve cette idée d'un accord très profond au niveau des figures stylistiques de la musique et au niveau du rythme entre peinture et musique. Il parle également de la sphère de nature cosmique de Klee, des structures polyphoniques la rencontre de thèmes indépendants, pleins d'humour et d'esprit, à propos d'une peinture de Klee qui est musicale et qui s'appelle La machine à gazouiller, qui n'est pas une machine, qui est une peinture représentant. Et elle est, je crois, là-dedans. Machine à gazouiller, il faudrait la montrer de Klee. C'est-à-dire que c'est un temps qui est à la fois coupé par la musique, par la mesure, et que Boulez appelle le temps pulsé, et d'autre part un temps qui s'étend au contraire qui forme une rupture avec cette pulsation et cette mesure dans une mélodie, dans une modulation qui est une modulation continue, c'est-à-dire qui sera plutôt la tendance wagnérienne de la musique et qui s'oppose tout en maintenant les formes de la musique classique, c'est-à-dire de la musique à partir du classicisme et du baroque de Bach, mais qui s'oriente vers une dissolution de ces mesures, un plus grand chromatisme et une tendance vers cette modulation qui traverse en quelque sorte le mouvement musical. Or, on retrouve cela également dans cette rupture qu'il y a avec l'art abstrait, dans l'art abstrait avec les formes, puisque les formes sont abandonnées, les formes signifiantes sont totalement abandonnées,
on va vers des éléments. Et ce sont ces éléments qui vont, c'est pas les images représentées par les formes et qui représenteraient des instruments, c'est ça exactement, la machine à gazouiller dont il parle, de structures polyphoniques pleines dans l'assemblage et plein d'humour et d'esprit, c'est ça la machine à gazouiller, c'est ça. Donc il y a bien des représentations. Le jeu là, c'est au fond, d'aller au-delà de la figure. C'est lui qui a inventé. On va au-delà de la figure et on trouve au niveau des éléments constitutifs quelque chose qui lui-même s'allie dans une ligne organisatrice qui est aussi bien présente dans le musical que dans le pictural. Mais je vais donner la parole d'ailleurs à quelqu'un qui est musicien et qui pourra préciser ou contester ou préciser ce que je suis en train d'indiquer. Donc il y a quelque chose qui est dans cette liaison entre les arts, une résonance et ce que Leibniz appelait entre les monades une entre-expression. Toute œuvre d'art, comme le disait Benjamin, dans son étude sur la baroque, et qui a formule reprise par Adorno dans sa théorie esthétique, est une monade, forme une monade, c'est-à-dire, et non pas par son isolement, ce qui est vrai d'ailleurs, elle est isolée d'autre part, on ne peut pas parler de l'art en général, ce qui ne veut rien dire, il existe des œuvres, chaque œuvre a son unité, sa singularité, mais elle s'entre-exprime, et elle entre-exprime, elle exprime ce qui est hors d'elle. Un petit peu comme les monades, toute monade est une expression de l'univers. Ce qu'il faut entendre au niveau dans les termes qui composent ces structures, ce qu'il faut comme ligne, comme en utilisant l'expression de Deleuze dans le pli comme pli, comme plan de composition, comme présence de ces deux mouvements au niveau naturel dont c'est Leibniz lui-même qui l'évoque dans le bruissement des vagues, des feuilles, des grains de sable, dans une agitation générale de la nature qui est à la fois visuelle et sonore. Je dirais, en plus, dans les nuages qui ont été célébrés d'une façon très intéressante, très juste, en liaison avec l'art baroque, en particulier, et Pontormo par Hubert Danisch, dans sa théorie du nuage, comme étant une des sources, au fond, de cet art moderne et de cette destruction, du représentatif, à l'époque même de la représentation, c'est-à-dire à l'époque de Pontormo, où l'art était effectivement figuratif et n'avait pas de raison de ne pas l'être, mais déjà avec l'introduction, chez lui et également chez Giorgione, où il y a l'introduction de cette présence, de cette problématique du nuage qui va avec le maniérisme d'abord et ensuite le baroque, briser la clôture des formes et des figures sur elles-mêmes et tendre à cette ouverture de l'expressivité vers le cosmique, vers le monde, etc., vers le mouvement. Et qui est caractéristique d'ailleurs de ce qu'on pourrait appeler la logique, une sorte de logique
de logique du vivant qui est à la fois mobile et répétitive, et qui se manifeste dans des rythmes, dans des répétitions, je ne sais plus ah si, c'est aussi Boulez qui dit cela, ah non, c'est Raymond Court dans son livre qui s'appelle Le Musical, et qui parle de la logique du vivant, qui est celle de la réitération, de la répétition, dans l'ornement des productions naturelles, les écailles, les plumes, les variations sérielles des plantes, des animaux, qui ont organisé l'ordre naturel chez Charles Bonnet, Fourier, Tarde, etc. La musique. Alors, il y a donc dans ces arts, pour achever cela, il y a donc dans la musique ou dans la peinture des manières correspondantes de concentrer ces mouvements, de les extraire au fond, ce qui est le sens même de l'expression, de les extraire de la manière dont elles sont présentes, mais voilées à l'état normal dans la nature, au fond, pour dire que l'art agit ici comme non pas une quintessence, mais comme une épuration, parce que ce n'est pas nécessairement plus pur, mais c'est bien une extraction de ce qui est présent dans la nature au plan de l'existence réelle, et qui va s'épurer, s'extraire, s'exprimer justement au sens propre du mot, en maintenant cette ambiguïté d'ailleurs du terme d'expression ou d'expressivité, concept que l'on trouve également ici à sa place. C'est moi qui l'ajoute, d'ailleurs il n'est pas utilisé par Boulez, c'est Raymond Ruyère dans son fameux article sur cette notion d'expressivité qui est à la fois une notion objective et une notion subjective, qui ne peut pas être tirée exclusivement dans un sens et dans un autre. L'art n'est pas un sujet ou un regard subjectif donné sur la nature, parce qu'en même temps, il est pénétré d'elle, et il est donc objectivement fondé dans les rythmes naturels eux-mêmes. Et de sorte que ça je crois que c'est Boulez qui rappelle une expression de Debussy, de sorte que l'art lui-même ne peut pas être considéré comme séparé des émotions qu'il suscite. Ce que reprend Boulez à Debussy, c'est cette expression: la musique n'est pas l'expression d'un sentiment, mais elle est le sentiment lui-même. Et or, on pourrait dire que cela était aussi tout à fait applicable à la peinture, qu'on ne peut pas dire que dans la peinture de Klee, c'est l'expression d'un sentiment, mais que c'est la peinture qui est le sentiment lui-même. La peinture, tout art, c'est ça, est à la fois sentiment et son expression. Il y a l'ambiguïté là, à ce moment-là, que ce mot emprunté à Ruyère, ce concept d'expressivité, tente de dominer et de résoudre. Ce qui voudrait dire qu'il n'y a pas un contenu hétérogène qui soit modelé par
les formes de l'art, mais que les deux sont à la fois forme et contenu. De la même façon que la musique a à la fois un caractère spatial et temporel, que l'art, que la peinture va prendre un caractère temporel en adoptant et en transplantant la notion de rythme, de contrepoint à partir de la musique ou d'harmonie. Et c'est Boulez qui reprend à Wagner cette expression que Wagner utilise dans Parsifal, der Raum wird hier Zurzeit, c'est-à-dire l'espace devient ici temps. Alors, on pourrait l'inverser en disant que le temps devient der Raum wird hier Zurzeit. C'est un devenir-temps au fond de l'espace, de la même façon qu'il y a un devenir de espace du temps. Boulez, je termine là-dessus, concentrera cet accord, cette liaison qu'il ressent avec la peinture de Klee par un passage très intéressant sur un petit tableau de Klee qui s'appelle l'éclair physiognomonique. C'est dans le page 143 de ce livre de Klee, qu'il considère comme étant le symbole de la pensée et de l'imagination de Klee et de son accord avec l'imagination musicale. De la même façon d'ailleurs que l'utilisation chez Klee très fréquente des flèches qui matérialisent les mouvements, qui matérialisent les forces, qui donnent intérieurement à la création artistique. Le Klee, vous le savez, a écrit une leçon très importante qui s'appelle le credo du créateur. Donc c'est le credo du créateur, c'est l'émergence, le surgissement de ces mouvements qui est interne et qui conduit de l'univers à la création artistique. Il est intéressant, pour terminer, de voir justement Boulez très sensible à cette œuvre de Klee dont il a pris connaissance, je crois, il le dit lui-même, très de bonne heure, vers avant, je ne sais pas quelle époque il donne, j'allais dire 1947, mais peut-être il le dit au début. Non, je crois que c'est plus vieux. Mais peut-être 1947, où il prend connaissance de Klee, qu'il comprend l'union, la liaison entre... Festival d'Avignon, en 47. C'est ça, oui, entre ça. Parce que le Festival d'Avignon, c'était la peinture avant que ce soit le théâtre. La création de Klee. Maintenant, alors, la création du Festival d'Avignon. Il analyse dans ce livre intéressant des représentations qui montrent... Je me suis bien moqué de mon fils qui fait du théâtre. On peut passer c'est un squattage théâtral d'un espace pictural. Des graphismes, de certains graphismes de Klee à la peinture de Boulez. C'est d'autant plus intéressant, encore une fois, que Klee lui-même est musicien, même s'il n'a pas été créateur de musique, et qu'il montre cet accord entre cette correspondance entre les différents arts. Je passe donc tout de suite la parole à Hans, que tu nous précises justement quelles sont les possibilités de mieux comprendre peut-être cet accord qu'exprime ici Boulez entre les arts. En premier lieu, est-ce que vous me permettez de réagir à ce que vous disiez précédemment sur Kiefer
et le gigantisme pour amener un petit peu à la musique. C'est ça. Parce que vous parliez de Kiefer et vous avez souligné l'idée d'intention. L'idée d'intention chez un auteur, à savoir sa reprise distanciée de tel ou tel geste ou tel propos nazi, etc. Oui. Et je voulais simplement mettre en perspective cette idée d'intention qui est quand même véritablement problématique, parce que il faut se poser la question de savoir la part à accorder à l'intention dans l'appréciation qu'on fait d'une œuvre. C'est lui-même qui le dit. Oui, bien sûr. C'est lui-même qui exprime cette intention. Je dis, il a l'intention. C'est parce que à plusieurs reprises, il la manifeste. C'est la seule chose que je voulais dire. Absolument. Mais il faut aussi être en mesure d'établir la réalité du lien de ce qu'un auteur dit de son œuvre avec ce que l'œuvre elle-même présente. Parce que le fait de céder à ce qu'un auteur dit et de ses intentions, c'est une sorte de sens commun de la contemplation, parce que c'est Benjamin à la fin de son article sur le kitsch qui dit que l'œuvre commence à 1 mètre, l'œuvre d'art commence à 1 mètre, c'est-à-dire il souligne spatialement la distance critique aussi qu'on doit avoir avec l'œuvre, parce que Kiefer me faisait penser à l'instant dans ce que vous disiez à cet artiste américain dont j'ai oublié le nom, mais je peux vous le retrouver, qui présentait comme intention un discours critique sur le nazisme et un discours kitsch. Donc il faisait des céramiques ou des poteries ou des chopes de bière bavaroise, mais ornées d'une croix gammée, ou bien dont l'anse se prolongeait en moustache de Hitler, etc. Et tout le marché de l'art, qui avait un regard très appréciateur de cette œuvre, ce garçon avait une cote très élevée, et un jour, et donc il présentait ça comme une volonté de distanciation, critique, etc. Et cet homme, on a un jour, par un journaliste d'investigation, on a vu qu'il avait des liens avec les courants blancs, suprématistes, etc. etc. C'est-à-dire qu'il avait fait tout son business sur le discours critique, et dès lors qu'on a su que, en fait, non, c'était pas nécessairement aussi critique qu'il le disait, mais le gars est partie prenante dans le discours suprématiste blanc, et ben la cote s'est effondrée dans les 10 secondes. Donc la question des intentions, entre guillemets, elle n'intéresse pas la personne qui contemple l'œuvre, parce que les intentions ou les bonnes intentions ne suffisent pas à faire de l'art. On ne fait pas de l'art avec des intentions. Ah oui, là je suis dans présent, oui. Et pour revenir ensuite à cette question gigantisme, c'est Nathalie Heinig, la sociologue, qui pointe dans un de ses ouvrages le paradigme de l'art contemporain. C'est un ouvrage qui s'appelle Le paradigme de l'art contemporain de Nathalie Heinig, ou Heinig, je ne sais pas comment on dit, Heinig. En français. Justement, la monumentalité comme participant de la seule sphère. Ah oui, c'est ça, j'y comprends ce que tu veux, je n'avais pas saisi. C'est ça. Comme participant de la seule sphère des arts plastiques et non plus de la photographie, alors qu'on voit beaucoup de procédés communs à l'un et l'autre, mais que la seule question du format nous fait changer de marché, nous fait changer d'audience, nous fait changer de public, nous fait changer de publiciste, etc. C'est-à-dire le gigantisme est devenu en soi, a priori, un moyen de distinction du premier marché. Voilà, du marché de l'art. C'est ça. Du marché, mais il y a une ambiguïté dedans. De l'art le plus élevé. À la fois une critique, à la fois une célébration. En fait, je pense que lorsqu'il y a l'ostentation de la boîte de Coca-Cola par Andy Warhol, qui est grandie, ou par Liechtenstein, ces bandes dessinées qui sont agrandies, il y a des intentions qui sont aussi à saisir. Je reprends ce terme d'extension parce que j'en ai pas d'autres, qui sont à saisir à la fois au niveau critique
et au niveau ostentatoire. Il y a les deux, c'est-à-dire c'est un peu, il prend des objets de la consommation courante, il les agrandit, il manifeste par là une certaine forme qui est attractive dans la vie contemporaine, en la détachant de son usage. Je crois qu'il à la fois il la magnifie, il la ridiculise. Donc c'est une forme de critique qui est difficile à analyser ou à définir au-delà justement de cette présentation, mais qui est très sensible. On peut dire nous sommes justement les créations. C'est la société de consommation qui est présentée dans toute sa complexité et qui est à la fois attractive et critiquable. Je crois que les deux y sont, et peut à certains moments créer une certaine incertitude dans l'appréciation que l'on peut avoir de la portée et de la signification, si l'on peut dire, de l'œuvre. Tout cela étant entendu qu'il n'y a jamais dans une œuvre d'art de signification conceptuelle, précise, définissable au sens propre du terme, mais en utilisant ces mots justement pour simplement un titre de repère. Je te redonne la parole, mais j'ajoute un point quand même, moi qui sépare beaucoup plus que toi, pour le moins, les choses, distinguant notamment les beaux-arts au sens de la peinture, de la sculpture, de l'architecture, comme art spécifique, travaillant sur les formes, travaillant donc sur ce qu'on a appelé la plastique jusqu'ici. Le problème du gigantisme se réglait très facilement. On ne parle pas de gigantisme, on parle de monumentalité, d'art monumental, parce qu'on est quand même dans un monde de proportion, de composition d'ailleurs, dont parle Boulez et Klee, mais de composition depuis toujours. C'est-à-dire que on peut remarquer que la dimension du coup ne se pose plus comme un problème pour l'art des beaux-arts, dans la mesure où, comment dirais-je, j'en ai fait l'expérience évidemment comme étudiant, si on fait une copie de Piero della Francesca, le tableau d'Urbino, la flagellation du Christ, est tout petit. J'en ai fait une copie en agrandissant, donc en donnant la dimension des fresques de Piero della Francesca, qui sont monumentales. Il n'y a pas de différence, parce que comme c'est bien proportionné en soi, ce qui tient à une hauteur donc décuplée, tiendra en petit et vice-versa. C'est-à-dire quelque chose qui est bien proportionné n'a pas de dimension. Donc on parlera ni de gigantisme, ni de miniaturisme pour la peinture et la sculpture. On parle de monumentalité. Alors, on peut parler de monumentalité, mais la monumentalité, elle existe chez Vermeer. Donc dans quelque chose de tout petit. Et ça, c'est très important à noter. C'est-à-dire, si on parle de gigantisme, parce qu'il y a une intention d'affirmation violente et forte qui se caractérise par un art où le discours l'emporte, où l'art... Évidemment, pour moi, je termine tout de suite, Kiefer est un artiste conceptuel dont l'intention, effectivement, est primordiale dans la mesure où, même si sa matière est transformée, cette intention vise, comme artiste conceptuel, à exprimer, pour le coup, la souffrance allemande, en faire une esthétique qui s'auto-parodie, qui s'auto-malmène, qui se malmène elle-même, mais c'est ce que j'appelle, moi, un conceptuel de la souffrance allemande. Il y en a d'autres, mais il n'invente aucune forme, absolument aucune forme plastiquement. Il a créé, donc, dans la tradition d'un art où la sémantique, où l'expressivité, qui effectivement te séduit en art plus qu'ailleurs, l'expressivité prime sur la forme, c'est-à-dire que le sens l'emporte à travers des modifications de matière, des dispositions dans l'espace, des intentions de discours, des critiques culturelles profondes sur l'identité allemande, sur le nazisme évidemment, mais il ne fait pas avancer l'histoire des formes. Bacon fait avancer l'histoire des formes. Donc on voit très bien un art bavard, très intentionnel, hyper littéraire, au sens de Cézanne, au sens des impressionnistes, au sens de Picasso, tous les modernes, ils disaient on en finit enfin avec le sujet, avec la littérature, mais avec Duchamp, on en est revenu au contraire. Et c'est ça la grande différence pour moi, avec un discours à nouveau dominé par le sens, le sujet, etc. Alors, si on ne sépare pas les deux,
le gigantisme n'est plus une question qui peut se poser, effectivement, pour l'art contemporain, parce que le gigantisme, c'est un problème d'évaluation par rapport au pouvoir, par rapport à un rapport de force, etc. Mais l'art égyptien n'est pas dans le gigantisme, c'est toujours proportionné, sauf une mauvaise sculpture égyptienne. Alors il y a une mauvaise sculpture égyptienne tardive, une mauvaise sculpture romaine tardive, disproportionnée, parce que mal proportionnée, tout simplement. Quand c'est bien proportionné, il n'y a aucun problème. Donc on a, effectivement, on voit très bien ça aussi dans les maquettes, des petites sculptures égyptiennes comme ça. Si on voit à peu près la même chose, parce qu'on en a fait beaucoup, effectivement, en réduction, hein, des petites figures qui sont des amulettes distribuées dans le cadre de la religion populaire égyptienne, et puis on a la statue monumentale. Il n'y a pas de problème, les deux sont bien proportionnés. Donc il n'y a pas de gigantisme, il n'y a pas de miniaturisme, de milliardisme. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire, mais c'est important de signaler le problème en ce sens-là. Mais là, ce qui me semble très intéressant pour le coup dans ce que tu viens de dire, oui. C'est on a là pour le coup un exemple d'une possible analogie ou correspondance, parce que cette distinction par laquelle tu as commencé, gigantisme, monumentalité, voilà. Elle est parfaitement pertinente à l'endroit de la musique, et notamment à l'endroit de cette seconde école de Vienne et du rapport à Paul Klee. Parce que gigantisme, on pourrait entendre ça, telle ou telle pièce trop longue de tel ou tel auteur, on connaît. Mais la monumentalité, c'est donc un rapport de proportion, c'est les déterminations internes de la composition. C'est la puissance, en fait, compte formelle. Et ce qui est intéressant, c'est que Schoenberg disait des bagatelles de Pourquoi tu raccordes de Webern, donc ces pièces de parfois de 12-13 mesures, il disait c'est un roman dans un soupir. C'est un roman dans un soupir. Oui. Ah oui, c'est ça, dans un soupir. Oui, Donc, c'est ça. Il y a presque ces parfois pièces brèves, parce que aux alentours de l'opus 19 de Schoenberg, etc., il expérimente avec des formes. Donc les pièces qui suivent immédiatement ces essais synesthésiques avec la main heureuse, donc ça c'est et Erwartung, opus 17-18. Opus 19, Schoenberg, il expérimente avec des pièces de très petites formes, mais en fait, ou bien l'opus 5 de Berg, des pièces piano-clarinette, et opus 4, opus 4 ou 5 de Berg, et l'opus 6 qui sont des pièces pour orchestre monumentales. Et pourtant, des pièces très réduites ne sont pas moins monumentales, c'est-à-dire que la monumentalité, ça n'est pas l'effectif orchestral ou la longueur des pièces. Et ça, c'est très important. C'est pas la dimension. La monumentalité n'est pas la dimension. Quand Schoenberg apprend la mort de Mahler, il compose la dernière pièce, opus 19, qui est une pièce extrêmement brève pour piano, mais qui est une pièce qu'on peut dire monumentale et qui n'est pas moins monumentale que la 8e de Mahler, qui est pensée comme un tombeau. Elle s'étend, elle est monumentale. Et ce qui est intéressant, c'est que pour André Lhote, excuse-moi. Pour André Lhote, dans son écrit Les invariants plastiques, la monumentalité fait partie des invariants. Donc là, André Lhote, il dit parmi les invariants plastiques, donc pour tout le monde, je sais que c'est les invariants plastiques d'André Lhote, il cite comme invariant, donc à travers tous les âges de la peinture, il cite l'ornement, la couleur, les valeurs, le rythme, le caractère décoratif, le renversement sur le plan et la monumentalité. Et là, il donne un exemple. Il cite comme exemple quoi? Parce que dans Klee, qui en général a des œuvres toutes petites dans les formats, les clés, il n'y a jamais de grands tableaux de clés, ils sont tout à fait petits. Il y en a également de quelqu'un dont on ne parle jamais et qui en fait de tout petits en plus, mais qui a été le grand oublié de tout cet art de cette époque, qui était Otto Meyer-Hamden, qui a fait des œuvres qui sont toujours toutes petites, qui sont peut-être parfois de cette taille. Et dont on peut dire qu'également l'art abstrait atteint parfois quelque chose qui est une monumentalité, de la même façon que Giacometti. Il est certain que Giacometti explicitement d'ailleurs avisé un petit peu à cela dans ses productions de sculpture, à
à cette monumentalité de la sculpture. Oui, c'est un critère formel en fin de compte quand même. Il faut préciser, quand on parle de monuments en fresque, je me souviens, on parlait d'art mural, mais d'art monumental aussi, architectural. Ça ne veut pas dire justement surdimensionné, gigantesque et à grande échelle. Hein, tu vas lire peut-être les passages. Justement, Lot, il dit « Il me faut ajouter à ces valeurs absolues, donc les invariants, ce que j'appellerais la monumentalité. Je fais mentalement le tour des grands chefs-d'œuvre du passé et du présent, et je n'arrive pas à en voir un qui ne soit monumental par ses proportions. » Bien sûr. Donc monumental, c'est... Tout le monde l'est, sauf les mauvais peintres et les mauvais sculpteurs. Par leurs proportions. Les œuvres de la Renaissance, le David de Michel-Ange, ou celui qui est... Non, c'est monumental. C'est monumental. Et Tu as entendu persane, la réduction d'une miniature au mur originel. Et alors donc là, pour le coup, bon, Étienne Souriau parle beaucoup de la correspondance des arts, et il va beaucoup chercher du côté, un petit peu comme Michel Dufresne l'a fait aussi, du côté du poétique, mais d'un poétique qui serait un métapoétique au sens large. Donc là, le terme est très évocateur, mais à l'endroit, je pense, de la composition, et ben là, on peut parler pour le coup d'une forme de correspondance qui reste parfaitement fidèle à l'objet spécifique de nos arts. Donc la correspondance est réelle, l'analogie est pertinente, mais les objets sont séparés. Et en fait, peut-être qu'à cet endroit, il y a plus un art des passages qu'une sorte de métaphore du passage par l'hybridation, qui n'est pas la même chose. Ensuite, même chose avec la catégorie de rythme. Vous avez laissé entendre que le rythme est peut-être plus proprement musical. Et c'est aussi quelque chose... Bon, pour moi, ça semblerait évident, mais c'est quelque chose qu'on peut aussi interroger. Est-ce que le rythme n'est pas une détermination spécifique de la peinture? D'après Raymond Cour, le rythme est corporel. Le rythme est profondément... Ça, on va voir. Donc il est musical quand même. Je veux dire, à l'origine, il est corporel. On va voir pour le corps. On va voir où se situe le corps par rapport à ça. Il est pris sur les rythmes de la respiration ou de la circulation. Bon, tu as... C'est-à-dire le battement. Le rythme, c'est le battement, c'est-à-dire le poser, le lever, le poser, le lever. C'est au fond ce qui est dans l'origine musicale à partir de la batterie. Le rythme est battu. Ce n'est pas une mesure, exactement. Donc il distingue le rythme de la mesure, qui est je crois qu'il faut distinguer quand même le rythme en peinture, le rythme en danse, le rythme en musique. Peut-être pas la même chose. Mais la mesure aussi, la mesure qui est à la fois artificielle. Et alors, quelle est ce que j'attendais peut-être aussi, c'était cette révolution, cette explication du changement, dans la révolution qui est obtenue en musique à partir de Schoenberg, qui est associé à cette transformation de la musique de Boulez, qui quand même s'appuie beaucoup sur Schoenberg. Est-ce qu'il y a Adorno a parlé de la philosophie de la nouvelle musique. Est-ce qu'il y a eu une nouvelle musique totalement ou est-ce que c'est quelque chose qui est comparable à la transformation qui a eu lieu en peinture? Voilà quels sont les problèmes que j'aimerais entendre un peu préciser de ta part. Alors, il faut savoir, si on revient à la question des intentions, c'est ça. L'intention de Schoenberg n'a jamais été d'être révolutionnaire. Schoenberg, il a une formation en grande partie d'autodidacte, mais sous le patronage d'un immense compositeur qui s'appelait Zemlinsky, et Schoenberg ne s'est jamais vu que comme continuateur, que comme classique.
Donc on lui a fait porter la responsabilité d'une révolution, lui il n'a jamais été. Il a simplement dit, un jour où on s'adressait à lui en lui posant la question de savoir s'il était bien Arnold Schoenberg, il a dit personne n'a voulu s'en charger, il a bien fallu que je le fasse. Mais Schoenberg récuse toute idée de révolution. Et si on regarde un petit peu de près les œuvres qu'on passe de Tristan, du troisième acte de Parsifal, ce genre de choses, et qu'on arrive au langage encore tonal de Schoenberg, des Gourelieder, de la symphonie de chambre, etc. Et on voit que quand il aborde la tonalité, puisque c'est d'abord la tonalité, et seulement après elle se formalise et devient le dodécaphonisme. La tonalité, elle consiste que dans les gestes expressif du romantisme tardif. C'est-à-dire la tonalité, c'est ça. Donc, et le sérialisme, c'est ça. Le sérialisme, ça devient un peu une querelle sur les mots, là, parce que cette histoire de dodécaphonisme et des 12 sons, ça n'a qu'un temps dans la production. Déjà, les dernières pièces, comme le trio opus 45, c'est déjà une interprétation et une réévaluation de l'emploi des 12 sons, vous savez, traditionnels, quand on dit on a la forme droite, on a la forme inversée, la forme récurrente, etc. Bon, la définition scolaire, ce serait que quand le premier exemple d'une pièce dodécaphonique, c'est la valse de l'opus 23 de Schoenberg. Donc vous avez 12 sons qui se retrouvent toujours dans le même ordre, 1, 2, 3, 4, 5, tatata, 12, dans la mélodie, dans l'accompagnement, etc. Donc la série dodécaphonique peut être un thème, peut être un accompagnement, peut constituer la texture de l'ensemble. Ensuite, le sérialisme, donc la musique de Boulez, la série devient l'opérateur par lequel vous faites la pièce, donc détermine tous les paramètres compositionnels, mais elle n'est jamais donnée à entendre en tant que telle, c'est-à-dire la série dodécaphonique est un phénomène patent, vous l'entendez. La série, au sens de la musique sérielle, c'est ce qui rend compte des phénomènes patents. Mais vous ne la trouvez pas. C'est proprement une structure. Donc la musique sérielle, c'est au sens de structure, vraiment au sens purement classique de structuralisme, que les phénomènes patents s'expliquent par la structure, qui n'est pas visible en tant que telle, alors que chez Schoenberg, vous pouvez analyser la musique en fonction de ce que vous savez être la série, et vous la retrouvez comme matériau thématique. D'où... Et chez le Boulez, alors, quel est... Alors, eh bien, dans quelles œuvres a-t-il utilisé... Tu dis qu'il a utilisé la musique sérielle dans certaines œuvres, mais est-ce qu'il a continué toujours à composer de la même façon? Je n'ai pas très bien compris. Non, pas du tout. Ça a été un moment assez bref, en fait. Ça a été la fin des années 40, les années 50, jusqu'à la plus belle floraison, on va dire, c'est sa 3e sonate pour piano, 57, 58. Parce qu'il y avait des choses mélangées un petit peu dedans, parce qu'au moment où ils ont constitué le domaine musical, j'avais par hasard assisté à ce domaine musical au moment de sa constitution, parce que je t'avais dit justement que j'avais, par un intermédiaire, j'avais eu l'occasion d'aller aux séances qui étaient organisées avec Lucie Germain, Madame Tesnas, qui est célèbre justement auprès de ces milieux, de sorte que j'ai vu cela avec il y avait Berlioz, il y avait Stockhausen, mais il me semblait, tous n'étaient pas exactement pareils comme musique. Il y a quelque chose qui les unit. Ils se sont appelés domaine musical. Mais est-ce que tous ont composé à partir comme une école? C'est ça que je voulais savoir. C'est pas très net. C'est tout le problème, c'est-à-dire
dès lors que vous cherchez à promouvoir votre activité, c'est aussi les milieux artistiques qui font de vous une école. N'oubliez pas que dès la fin de la guerre, vous avez la naissance des cours d'été de Darmstadt. Oui. Donc vous avez quand même toute la jeune création qui se retrouve pour ces cours d'été tous les 2 ans à Darmstadt. Et de fait, on va appeler ça une école, parce que les gens partagent des réflexions communes. Ensuite, entre l'esthétique d'un Luciano Berio et d'un Boulez, il y a vraiment très peu en commun. Il y a un lien beaucoup plus fort avec Stockhausen. Ils étaient très proches de Messiaen également. Oui, Stockhausen a été auditeur chez Messiaen. Messiaen n'est pas de cette école. Non, mais Messiaen a beaucoup expérimenté avec une sérialisation.